Je vous propose d'entamer un deuxième point peut-être à l'ordre du jour sur cette table ronde. En discutant avec vous tous et en discutant aussi sur les barrages notamment, ce qu'on entendait beaucoup, c'était le sentiment de déception qui pouvait émerger avec d'un côté des annonces gouvernementales qui sont fortes, hein, qui est assez spectaculaires peut-être médiatiquement, et puis derrière, pas grand-chose finalement qui se passe. On a senti que le soufflet retombait très vite entre grosso modo les manifestations de janvier et le début du Salon de l'agriculture. Et justement, ce qui s'est passé au début du Salon de l'agriculture témoignait de ce ras-le-bol et de cette impatience en quelque sorte. Et puis le Salon est passé là-dessus. Et puis, depuis, on a un petit peu le sentiment, alors à tort ou à raison, que les choses retombent. Alors, justement, Arnaud Delestre, on va poursuivre avec vous, parce que voilà, vous, c'est un sentiment hein, que vous avez entendu remonter du terrain. Que vous disent finalement les agriculteurs de Lyon là-dessus? Ouais, de Lyon, puis je pense comme de partout, une grosse déception. C'est quelque part une colère qui est toujours présente et une grande déception. Sachant qu'il y a plusieurs niveaux, et j'entends qu'il faut aussi être conscient que le nombre de revendications était multiple. Donc, voilà. Après, il faut arriver à trouver. Cependant, le fait d'avoir un cap, le fait d'avoir du revenu était un peu commun à l'ensemble des revendications. Même quand il est parti du sud-ouest, il y avait le cas de la MHE aussi qui était présente et qui a aussi beaucoup mis le feu aux poudres à ce moment-là, l'accompagnement au niveau bovin de cette maladie, et puis les problèmes d'arrachage aussi qui ont été aussi moteurs. Là. Par contre, oui, une grande attente, même si on est à plusieurs niveaux. Alors je rebondirai sur le fait qu'en effet, en local, en département, le travail qu'on a pu faire avec les DDT ou qu'on peut faire avec les préfets permettre, pour les points pour lesquels ils ont la main, qui sont très minimes, d'avoir des avancées peut-être assez rapides sur des notions de simplification ou de surtransposition qu'il y avait dans des départements qu'on a pu enlever assez rapidement. Mais ce n'est pas la grande majorité de ce qu'attendent les agriculteurs, la simplification. La simplification, elle ne change rien ni au ressenti de l'agriculteur, ni à son revenu. Donc il faut poursuivre dans ce sens-là, mais des lois de simplification, je pense qu'il y en a eu beaucoup. Il ne faut pas non plus être, je pense, dupe sur le fait que tout va se révolutionner rapidement. Donc une grande colère, une grande déception. Et puis on s'aperçoit que quand on change de niveau, et je ne vais pas prendre le niveau national, parce qu'européen, je pense qu'il sera encore plus long, mais au niveau national, une impression, quelques semaines après 15 jours après le salon, qu'on revient comme avant. C'est-à-dire que les dossiers qu'on voit revenir au niveau national sont dans exactement la même approche qu'il y a 3 semaines. Tout est en silo. Et on y reviendra tout à l'heure sur l'accompagnement, le rôle des chambres. Voilà, il y a de la perspective. Il faut accompagner les agriculteurs dans des transitions qui sont énormes avec le changement climatique et toutes les notions de marché. Mais j'ai l'impression qu'on revient exactement sur les mêmes thèmes qui arrivent par chaque ministère ou par chaque service, exactement en silo, avec une aide de 32 millions sur le changement climatique, une aide sur les haies, une aide sur des accompagnements de diagnostic d'exploitation, mais rien de global. Donc ça, je pense qu'il y a des besoins à ce niveau-là. Et puis le dernier exemple qui peut me choquer, c'est le CSP. Vous savez que le Conseil stratégique phyto, qui à un moment donné a été peut-être un peu abandonné complètement. En fait, on s'aperçoit que dans les textes, il est loin d'être abandonné. Il fait le yo-yo. À un moment, il sort des textes, puis il y revient. Oui. Oui, mais... Alors, il est vrai, oui, parce qu'il y avait une réunion à Matignon hier, effectivement, avec les syndicats. Tout à fait. Aujourd'hui, espérons que ça soit suivi dans les faits définitivement, mais ce qu'on avait encore il y a quelques jours, c'était qu'il était abandonné, mais il restait une trace et il n'était pas enlevé. Donc nous, on attend des actes réels, parce que les annonces, on en a eu beaucoup, je pense au niveau agricole, les annonces, on les a toutes notées. Aujourd'hui, les actes qui suppriment directement dans un texte le CSP, c'est l'exemple que j'ai pris, on l'attend, et quand on les verra, on pourra y croire. Après, voilà. François Lavru, voilà, un petit peu la même... Alors, moi, monsieur, ce que je vous demande simplement, c'est de garder votre question. Après cette période-là, on aura une période d'échange. Notez-la bien, il n'y a pas de problème, on la prendra, mais juste voilà, pour qu'on puisse conserver le rythme de la table ronde. Je vous remercie de votre compréhension. Monsieur Lavru, dans le Jura, c'est pareil, j'imagine, il y a un peu un sentiment d'attente déçue. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Alors, le Jura... Il est un peu commun aux autres départements de Bourgogne-Franche-Comté, hormis qu'on a le massif du Jura qui est en production de comté, donc Philippe leur expliquait,
où là, il y a quand même des règles du jeu qui répartissent la valeur ajoutée entre les producteurs, les affineurs et la fruitière. Bon, les GMS sont quand même pas autour de la table. On a vu l'année dernière sur le plan de campagne où ça a quand même été compliqué. Mais après, le restant de l'agriculture du Jura est à peu près comme l'agriculture qu'on peut trouver partout en France, une agriculture diversifiée avec différentes productions. Moi, ce que je veux dire par rapport à ce contexte de crise, c'est quand même la première fois durant ma carrière que je vois un contexte de manifestation agricole qui démarre pratiquement de la base. Tous les syndicats confondus s'y sont mis. On était plus dans une défense globale des agricultures et des agriculteurs. C'est vraiment un mouvement important. Alors après, il y a eu ces annonces du gouvernement, quelques annonces qui ont été validées. Il y a le GNR, il y a sur MHE, il y a les jachères. Voilà. Mais par rapport à ce panel d'annonces, ça reste de la bricole par rapport aux revendications des agriculteurs. Il faut quand même en être conscient. Alors je partage ce que disait Jérôme Fourquet, par contre, sur cette crise identitaire. C'est vrai qu'il y a quand même bon nombre de mes collègues sur le premier manifestation de la FDSA et des JA du Jura. Il y avait pratiquement 300 tracteurs, c'était plutôt bon enfant, les gens étaient contents de se retrouver, mais on sentait quand même réellement que les gens, les paysans qui étaient là, c'était qu'est-ce qu'on va devenir? Est-ce qu'on a encore une considération? On nous aime bien, mais finalement ce qu'on produit, on préfère l'importer d'ailleurs plutôt que de prendre notre production. Et je pense que le fond du problème, il est là. Aujourd'hui, on a mis des règles franco-françaises, des règles européennes, et puis après, on le voit avec l'Ukraine aujourd'hui, quand on importe du blé, on ne s'occupe plus quelle matière active on a mis dessus, on ne s'occupe plus quel est le coût de la main-d'œuvre, on importe au cours mondial des céréales qui n'ont pas les mêmes règles de production, qui n'ont pas les mêmes coûts sociaux non plus. Ça, c'est l'exemple de la céréale, on le voit, on est en train de payer la conséquence de la guerre de la Russie avec l'Ukraine. Si on prend les fruits et légumes, M. Guillaume le sait bien, puisque je suis assez copain avec Jean-Pierre Royanez, on est en train de perdre des parts de marché sur les fruits et légumes en permanence, parce qu'en France, on va dire, il y a telle molécule qui ne convient pas, on la supprime, on ne s'occupe pas si cette molécule elle est utilisée ailleurs, y compris à l'intérieur de l'Europe. Donc on a vu l'exemple des cerises, qui était vraiment flagrant. Après, on fait des analyses sur les produits, puis on montre l'agriculture du doigt en disant on retrouve des produits phytosanitaires dans les produits, mais c'est des produits qu'on a importés, des molécules qui étaient interdites en France depuis des décennies. Voilà, alors si on veut vraiment avancer par rapport aux revendications, moi il me semble, il y a eu votre successeur qui en avait parlé, c'était de pouvoir à un moment donné mettre des clauses miroirs. On ne va pas importer chez nous ce qu'on n'a pas le droit de produire ici. À un moment donné, il va falloir qu'on y... Si on veut garder notre modèle agricole, il va falloir qu'on y arrive. Et puis après, est-ce que l'alimentation doit rester dans les accords de l'OMC ou pas, en totalité ou partiellement? Mais les effets du gouvernement par rapport à cette crise agricole, il y a quand même des règles du jeu qui sont définies, pas au niveau national, et ce n'est pas que le gouvernement français qui pourra les régler. On poursuit avec vous, Thierry Chalmin, pour la Haute-Saône, parce que voilà, c'était intéressant de faire un peu un tour d'horizon des départements par rapport à ce ressenti du terrain. Vous m'avez dit que pour vous, la commande est passée, mais la livraison tarde un peu à arriver finalement. C'est ça, oui. C'est que les commandes sont passées depuis un certain nombre de semaines, mais la livraison tarde, donc on n'est pas dans le click and collect ni dans le drive, monsieur le ministre. Moi, je voulais, si vous permettez, déjà réagir à ce qu'a dit Serge Papin tout à l'heure, parce que Serge Papin, il a plein de bonnes intentions et de bonnes idées. C'est dommage qu'il ne les ait pas mis en œuvre plus tôt, parce qu'il a quand même pressé le citron agricole pendant pas mal d'années. Il faut quand même le dire, au moins une fois ce matin, je pense. C'est quand même important de se rappeler de tout ça. Alors effectivement, la commande est passée, la livraison tarde énormément. Alors il n'y aura rien de pire, et c'est ce que disait Arnaud, il n'y aurait rien de pire qu'à une grande détresse, un grand désarroi, où on y ajoute une grande déception. Peut-être que ce n'est pas encore tout à fait le moment de cette déception, parce qu'on est encore en attente d'un certain nombre de choses qui tardent à arriver. On espère sincèrement que tout ça va se finaliser pour partie, mais une grande déception, ça serait pire que tout. Moi je suis resté, vous savez, sur le discours de la botte de paille du Premier ministre
Il m'avait paru plutôt bon. Ce discours-là, je le dis sincèrement, il m'avait paru plutôt bon, plutôt incisif. J'avais cru comprendre qu'il avait une volonté d'aller profondément dans la résolution des problèmes et des demandes qui étaient faites. Je suis quand même assez déçu depuis, puisque tout ça c'est un peu édulcoré, tout ça c'est un peu nivelé, tout ça c'est un peu... on a parlé du CSP, on a parlé de beaucoup de choses. Ça va, ça vient, ça dit oui, ça dit non. On ne sait plus trop, quoi. Et nos paysans sont perdus là, au milieu de tout ça, quoi. Et beaucoup de contradictions dans tout ça. Je vais vous prendre un seul exemple. On oppose souvent le monde agricole et le monde de la défense de l'environnement. Ce que je réprouve totalement. Parce que je pense que les premiers environnementalistes, c'est nous. Nous avions jusqu'à maintenant la possibilité pour les agriculteurs qui n'utilisaient plus de glyphosate de bénéficier d'un crédit d'impôt. Monsieur le ministre sait de quoi je parle, puisque je pense que c'était lui qui l'avait dû mettre en place à ce moment-là. Tout ça vient d'être supprimé. Est-ce que vous pensez que c'est le bon chemin? Est-ce que vous pensez que c'est le bon chemin? Le 49.3, c'est le 49.3 qui l'a supprimé cette fois-ci. Voilà, donc on ne va plus bénéficier de ce crédit glyphosate, ce qui fait que les agriculteurs vont reprendre une utilisation un peu plus massive de glyphosate, ce qui est quand même fort dommage, à mon avis, mais on ne va pas dans le bon sens. Donc c'est une contradiction parmi d'autres, comme celle de dire on met en place un vaste plan de soutien de l'élevage, mais par contre, l'Europe a décidé cette année, avec la nouvelle PAC, de réduire les aides bovines entre 29 et 36% pour les naisseurs purs en race à viande. Est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Donc nos agriculteurs en ont marre de tout ça. Et je pense qu'il faut qu'on adopte d'autres recettes que celles qu'on adopte. Parce que depuis le début de la table ronde, j'entends parler beaucoup d'Egalim. Si Egalim était aussi efficace que ça, on n'en serait pas éventuellement à une 4e version. Juste pour poursuivre avec vous, Monsieur Chalmin, la Haute-Saône est aussi un des départements de Bourgogne-Franche-Comté où les agriculteurs bio sont très présents. Je crois que c'est l'une des plus grosses proportions de toute la région. On peut peut-être dire un mot aussi sur le ressenti plus spécifique des agriculteurs bio chez vous? Absolument. La Haute-Saône, comme un certain nombre d'autres départements de la région et de France, était plutôt en avance et en pointe sur l'agriculture biologique, et nos collègues agriculteurs prennent en pleine face cette crise-là, puisque ça a été démontré tout à l'heure. Il y a quand même, de la part des consommateurs, une certaine réticence aujourd'hui. Alors, un certain nombre de solutions sont certainement devant nous, mais on a aujourd'hui un problème d'inflation, un problème de prix, et c'est ça qui nuit probablement considérablement à l'essor du bio. Et le département de la Haute-Saône, qui était passé à être en pointe dans la bio, on est plutôt à un rétropédalage aujourd'hui, quoi. Ce qui est quand même fort dommage, parce que là non plus, c'est certainement pas le sens de l'histoire que nous souhaitions. Voilà, donc tout ça est compliqué, mais pour le bio comme pour le reste, on parle beaucoup, et c'est normal, parce que c'est un élément constitutif essentiel de notre revenu, du prix de vente de nos produits. Mais moi, je suis persuadé qu'il faut travailler énormément sur combien ça nous coûte, et le prix de nos charges. C'est insupportable. Vous pensez que hier matin ou ce matin, je vais en parler devant les spécialistes, mais avec 1 tonne d'orge, on payait 2 heures de main-d'œuvre d'un mécanicien pour entretenir notre matériel agricole. Avec 1 tonne d'orge. Est-ce que vous pensez que c'est vivable pour le monde agricole, ça? Ça, c'est pas vivable. Et ça, si on ne trouve pas des solutions par rapport à ça, c'est un exemple parmi d'autres, si on ne trouve pas de solution par rapport à ça, parce qu'à l'intérieur du prix consommateur qu'on connaît aujourd'hui de nos produits, moi je suis convaincu que si la marge est équitablement répartie, il y a moyen que tout le monde en vive. Et j'ai bien conscience aussi, en tant qu'agriculteur et producteur de matières premières, que le billet de 50 € pour nos consommateurs, il n'est pas extensible. Arnaud Deleste, peut-être sur les bio, simplement, parce que Lyon est l'autre grand département de la bio en Bourgogne-Franche-Comté. Vous partagez le constat de Thierry Chalmin? Oui, complètement. De toute façon, que les agriculteurs, en effet, soient en Haute-Saône, dans Lyon ou dans un autre département, je pense que le ressenti est le même. C'est-à-dire, à un moment, une montée en gamme qui a été demandée aussi. Je reviens sur ce point-là important. Et puis, un basculement qu'on a vu... qui a commencé juste après Covid et qui est flagrant aujourd'hui, avec un retour au local et un abandon quelque part de cette
cette production, ou en tout cas une baisse énorme, avec des importations aussi importantes, et un marché, c'est la loi du marché, c'est-à-dire une offre supérieure à la demande, et puis des agriculteurs qui font accompagner aujourd'hui, et qui en effet, encore une fois, la ligne qui a été tracée n'était pas la bonne. Ce qu'il faut, c'est savoir la redresser et accompagner l'ensemble des agriculteurs qui s'étaient engagés dans cette voie pour trouver des débouchés. Egalim est un des points, mais pas sur l'ensemble des productions. Il ne faut pas non plus tout mettre sur Egalim, parce que sinon on va être déçus aussi. Par contre, l'ensemble des agriculteurs doivent être accompagnés quand il y a des difficultés en ce sens. Didier Guillaume, je voulais revenir vers vous. Parce que voilà, depuis tout à l'heure, là, on entend beaucoup parler de ce sentiment que finalement, il y a toujours un hiatus, ou il y a toujours un délai exagérément long entre, d'un côté, les annonces gouvernementales et puis de l'autre, des réalisations concrètes sur le terrain. Vous avez été ministre de l'Agriculture. Est-ce que, justement, vous pouvez parler, mais de l'intérieur, de ce que vous avez vécu lorsqu'on est confronté à une crise agricole, de la difficulté peut-être de faire, de conjuguer temps politique et temps attendu sur le terrain? Est-ce que c'est compliqué finalement de faire bouger la machine? Est-ce qu'on a tort ou est-ce qu'on a raison de trouver que ça ne va pas assez vite? Non, mais tout le monde le dit et le constate, la situation que vit l'agriculture aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi forte. Donc de toute façon, ne voulant pas être oiseau de mauvais augure, vous serez déçus des annonces qui seront amenées. On ne va pas se raconter d'histoire. Quand il y a 120 ou 110 demandes qui sont faites par le syndicat majoritaire, évidemment, je ne sais pas ce qu'il y a dans ces 110, mais on ne pourra pas répondre aux 110. Bon. Donc après, c'est à la fois la politique des petits pas et tracer les perspectives. Tout à l'heure, ça a été dit par un des interlocuteurs, les préfets, les DDT, les DDTM font ce qu'ils peuvent pour avancer des choses. Mais il n'y a pas que les normes, mais ça peut arriver et c'est indispensable. C'est vraiment indispensable. Après, évidemment, vous êtes en attente et vous trouvez que c'est trop long. Je crois, si j'ai bien compris, que la rencontre entre les syndicats et le président de la République, c'est à la fin du mois de mars. Il avait dit 3 semaines après le salon. 3 semaines après le salon, annonce du gouvernement, confrontation. Je suppose qu'ils se voient matin, midi et soir, qu'ils écrivent, qu'ils goûtent, qu'ils dînent, qu'ils déjeunent et qu'ils échangent des choses. La question, je reste persuadé que dans 3 semaines, même si beaucoup d'annonces sont faites, il y aura de la déception parce que les revendications sont protéiformes. C'est bien évident. Si on est chez nos amis, ceux qui font du comté s'en sortent un petit peu mieux que d'autres. Ce n'est pas un pléonasme qui dit ça. Donc voilà, c'est ça la réalité. Mais alors, pareil, on ne va pas faire la conclusion, mais enfin, si on veut que demain, les Français puissent s'alimenter avec des produits sains, sûrs et tracés, il faudra bien encore qu'il y ait une agriculture. Et moi, je reste persuadé que vos revendications sont essentielles, elles sont fortes et vous devez continuer, quitte à ce que si vous devez ressortir les tracteurs, parce que c'est le moyen efficace de se faire entendre, et c'est ça la réalité. Mais je ne voudrais pas non plus, je dis un avis tout à fait personnel, je ne voudrais pas non plus qu'on passe notre temps à dire que ça va pas, que ça va mal et qu'on va tous crever. Parce que c'est pas comme ça qu'on fera le renouvellement des générations et c'est pas comme ça qu'on s'en sortira. Parce que je connais beaucoup d'agriculteurs, beaucoup de producteurs dans beaucoup de filières qui s'en sortent très bien, eux, et des endroits qui s'en sortent bien. Donc la vraie question, c'est quelle perspective vous pouvez, avec l'État, tracer. Si les choses allaient aussi bien que cela, il n'y aurait pas eu Egalim 1, 2, 3, 4, 10, que sais-je, et il y aurait pas on voit bien que ça ne fonctionne pas. Et pour que ça fonctionne, je pense qu'il faut changer le modèle. Il faut changer de modèle. Tout à l'heure, Papin disait il faut peut-être revoir les négociations commerciales. Bien sûr qu'il faut revoir les négociations commerciales. Peut-être qu'il faut revoir la valeur qui est mise à tous les niveaux de la chaîne. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ça a été dit, est-ce qu'aujourd'hui les coopératives font beaucoup de bénéfices? Oui, certaines, il y en a quelques grosses qui fonctionnent plutôt très bien. Mais globalement, les petites coopératives, dont les coopérateurs, évidemment, sont les agriculteurs, font pas tant de choses que ça. Est-ce que les industries agroalimentaires font des gros revenus à la fin de l'année? Oui, sûrement, mais il y en a aussi d'autres qui... C'est très serré. Donc, c'est pas aussi évident que ça, la transmission de la valeur. Et c'est donc, moi, me semble-t-il, de repenser le système économique. Ça ne réglera pas le problème des éleveurs bovins du sud du Massif central, qui ont 15 000 € de revenus annuels. Ça ne réglera pas. Mais il faut avancer
dans ce modèle. Et essayer tout, le bio en était une, ça en sera peut-être encore une demain. Problème des produits phytosanitaires, on sait très bien que vous, tous, autant que vous êtes, quels que soient vos engagements, vous essayez de réduire au maximum parce que ça coûte cher, mais on en a besoin. Et donc on ne peut pas aller dans des directions où on va dans tous les sens, on arrête tout, on recommence, etc. Ça a été annoncé hier, je crois, Ecophyto, c'est fini. Alors c'est peut-être pas mis en place, peut-être pas écrit dans un texte, mais c'est fini. Donc voilà, il faut aussi un peu de patience, mais vous n'en avez pas, c'est normal. Et moi, ce que je crains, c'est ce qui va se passer à l'arrivée, après les annonces. Il y aura sûrement de bonnes annonces, mais tout le monde ne sera pas convaincu, ou ça n'arrivera pas dans la cour de ferme, comme on dit. Et c'est là où il faudra savoir comment le monde agricole réagit. Mais vous savez, et je termine, aujourd'hui, tous les Français, c'est comme les sélectionneurs de l'équipe de France. Tout le monde est sélectionneur de l'équipe de France. Mais tous les Français sont paysans. Ils vont vous expliquer comment il faut traiter, ils vont vous expliquer comment il faut semer, comment il faut planter, quand il faut le faire, etc. Ça devient insupportable, tout cela. Et je pense que c'est cette... Moi, je suis très attaché, et j'y réfléchis, sur la relation, je l'ai évoqué tout à l'heure, entre les citoyens et l'agriculteur. On aime tous nos agriculteurs. Mais enfin, voilà, il faudra aussi voir comment les choses peuvent avancer pour qu'on continue dans les zones périurbaines, là où les lotissements se sont étendus à perte de vue, prenant des terres agricoles, et là où il y a des terres autour, comment le paysan autour va continuer à être paysan, il va continuer à pouvoir répandre, il va continuer à faire ça sans se prendre de face les citoyens, la mairie ou que sais-je. C'est cette réflexion-là d'ensemble qui me semble moi, essentielle. Si on poursuit un petit peu sur la perception du mouvement de ces dernières semaines sur le terrain, je voulais voir avec vous, Bernard Lacour, pour la Saône-et-Loire. Vous souleviez quelque chose qui était intéressant, qui était un peu un paradoxe, à savoir que vous constatiez qu'il y avait une ampleur inédite dans ce mouvement, finalement, qui dépassait bien des clivages, et en même temps, vous mettez ça en lien avec peut-être une certaine perte du sentiment collectif dans l'agriculture. Est-ce que vous pouvez nous développer un peu cette idée-là ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, effectivement. Alors, c'est vrai que ces actions de ces dernières semaines-là, qui ont pris une ampleur quand même exceptionnelle, bon, pour moi en tout cas, il faut en tirer quelques enseignements. Premièrement, effectivement, le fait que ça parte de la base et qu'il y ait une action qui commence quand même du sud-ouest sur des problèmes spécifiques et qui, on va dire, s'enflamme dans tout le pays. Des points positifs. Déjà, énormément de jeunes. Alors, faut qu'on arrête les moins jeunes de dire c'est tout foutu, parce qu'il y a des jeunes qui viennent, qui militent et qui croient en l'avenir. Autrement, ils ne seraient pas venus ici, premièrement. Deuxièmement, un vrai plaisir. Moi, j'ai trouvé chez nous, en Saône-et-Loire en tout cas, une ambiance qui était une ambiance qu'on peut qualifier de presque champêtre. C'est-à-dire les gens étaient heureux d'être là, discuter entre voisins, et vraiment ce plaisir de se rencontrer. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement ? Faut dire les choses comme elles sont. Je pense qu'on a un modèle agricole français, et je rejoins ce que disait Guillaume, on a un modèle agricole français spécifique, alors qu'on appelle familial, mais qui est unique, on peut dire unique au monde, qui fait quand même que l'agriculture française, quand on prend les 67 plus gros pays agricoles au monde, l'agriculture française est placée comme la meilleure, la plus durable. Il faut quand même le dire. Dans le pays de la gastronomie, c'est quand même pas mal. Mais pour être arrivé à ce modèle parfaitement assumé par la profession qui a souhaité ce modèle familial et par les politiques, aujourd'hui, quand elle est confrontée à une économie mondiale, eh bien effectivement, il y a des distorsions qui font que c'est particulièrement compliqué. Pour prendre un exemple, quand on parle de l'élevage de poulets ukrainiens avec 2 millions de poulets, nous, en Saône-et-Loire, on est obligé d'intervenir pour soutenir un agriculteur qui avait un projet de 700 poules. 700 poules, 2 millions. Eh bien, pour que les deux élevages aient le même niveau de compétitivité, ça pose des questions. On a eu 2 élevages porcins qui ont fait la une des journaux pendant quelques mois parce qu'il
ils affichaient simplement la volonté de travailler, de développer leur outil. Eh bien aujourd'hui, il y a au moins une chose qui est sûre, c'est qu'il n'y a plus d'élevage. Donc plus personne n'a de projet. Donc quelque part, on est aujourd'hui... Alors, et là, derrière cette présence de jeunes et cette présence de se retrouver, il y a une vraie question. C'est comment on redynamise une vraie approche collective avec des gens qui partagent des projets. C'est pas la même chose quand on est 1 800 000 agriculteurs et qu'on en est plus de 400 000, c'est-à-dire comment on recrée des conditions, et c'est valable pour nos organisations, comment on est capable de recréer des projets collectifs dans lesquels on retrace des perspectives à nos jeunes, en sachant aussi, et c'est un élément important, ce qui est nouveau, c'est qu'on a des groupes d'agriculteurs n'appartenant à aucune structure qui sont partis seuls, donc quelque part, certainement qui souffrent aussi de cette alimentation du collectif. Donc voilà, donc ça c'est un vrai sujet qui mérite en tout cas que l'on se penche sur cette question et qu'on soit capable d'avoir des projets collectifs en commun qui permettent à nos jeunes de retrouver une forme d'identité. Deuxièmement, par rapport aux actions. Les actions, franchement, si nous en Saône-et-Loire, le préfet qui est très volontaire sur ce sujet, il y a 10 groupes de travail qui se sont mis en place. 10 groupes de travail qui se sont mis en place. Avec des attentes, mais alors, du niveau européen, du niveau national, du niveau régional, du niveau départemental et du niveau plus local. Donc je dis au préfet, franchement, si on est capable en un mois de régler tout ça, c'est vraiment con qu'on ne l'ait pas fait avant. Voilà. Mais donc, ne sombrons pas dans... Mettons une méthode en tout cas pour essayer d'être le plus efficace possible, sinon on n'entraînera que de la déception. Il y a un niveau européen, il y a un niveau mondial, il y a un niveau national, où le rôle, alors les chambres départementales ou régionales que nous sommes, on a une mission de faire remonter des choses, de faire des propositions, de travailler. Mais ne négligeons pas notre rôle de terrain. Les chambres départementales, elles sont là pour être, pour reprendre le terme de notre structure nationale, présentes dans le dernier kilomètre. Il y a des sujets qu'on traîne depuis des mois, des années. La cartographie des cours d'eau, par exemple. Aujourd'hui, tout est mis en cours d'eau pour un système de... On met les bretelles, la ceinture, le parapluie, le parasol et tout le bazar. Donc, comme ça, on est tranquille. Il y a plein de sujets autour de la restauration au foyer, autour de la gestion d'un certain nombre d'éléments. Enfin, voilà. Il y a un certain nombre de sujets qu'on n'était pas capable de régler avant, parce que c'était pas dans les tuyaux. Aujourd'hui, il faut que la mobilisation et l'état d'esprit nous permettent de régler localement ces sujets-là. Voilà. Ça, c'est pour le niveau départemental. Après, quand on est au niveau régional, et je le fais devant Christian, on ne peut pas occulter, quand on est en BFC, la difficulté dans laquelle on a été. Je dis on a été, parce que j'espère que demain ira mieux, sur la gestion des fonds FEADER. La gestion des fonds FEADER, c'est d'accompagner des agriculteurs qui croient encore au lendemain, des jeunes qui s'installent, des jeunes qui ont des projets de bâtiments décidés là. Je pense que ça, il faut qu'au niveau régional, en tout cas, on soit capable de le gérer. Et qu'on essaye de trouver l'efficacité. Les chambres sont investies sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ça, il y a eu des antennes dans les sous-préfectures. Les premiers sujets qui sont revenus par les agriculteurs, c'est ceux-ci. Parce que c'est notre quotidien, tout simplement. Il y a des gens qui attendent de l'argent, il y a ci, il y a là. Voilà. Et redonnons des perspectives à nos agriculteurs. Voilà. L'accompagnement de l'Europe, l'accompagnement du national ou l'accompagnement des collectivités, il est fait pour ça. Redonnons des perspectives à nos agriculteurs, avec une approche qui est une approche pragmatique, parce qu'un producteur, il est producteur parce qu'il y a un consommateur. Donc voilà, donc soyons pragmatiques, essayons de faire en sorte, réfléchissons à l'évolution de notre modèle agricole, adaptons les modes de production par rapport aux besoins, voilà, et de grâce, travaillons pour ne pas décevoir. Donc effectivement, il y a besoin d'accompagner, il y a avoir une politique qui soit une politique de moyen et de long terme, mais aussi de court terme, parce qu'on travaille à la région sur 2040.
2040, c'est important qu'on trace un sillon le plus droit et le plus large possible, mais il faut quand même qu'on passe 2024, 2025, 2026 pour arriver à 2040. Donc faisons preuve de pragmatisme. Et là aussi, on demande aux majorités gouvernantes, à nos politiques, de prendre leurs responsabilités, s'ils y croient, de soutenir notre modèle agricole, parce que quelque part, du militantisme tribune, ça fait partie de la démocratie, c'est quelque chose de sain et de normal. Par contre, le militantisme d'arrière-boutique, celui-là, il est dangereux. Donc voilà. Donc laissons la responsabilité aux politiques, déclinons par l'administration les dites politiques, mais méfions-nous du militantisme d'arrière-boutique. Alors Bernard Lacour, sur l'insistance notamment sur l'approche des solutions locales, vous me fournissez une transition toute trouvée pour donner la parole à Nicolas Sauré, parce que voilà, dans le prolongement de cette crise et de ce malaise qui peut s'exprimer, il y a des élus locaux qui essayent de trouver des solutions, qui explorent des pistes, et vous en faites partie, je crois. Vous vous définissez vous-même, en tout cas peut-être comme vous voudriez être le VRP de votre agriculture. Je trouve que c'est une belle image. Mais voilà, au-delà de l'image, vous avez mis en place des actions, notamment au niveau de la communauté de communes du Jovinien, et puis après de vos rapports entre le département de l'Yonne et notamment le Grand Paris. Voilà, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu concrètement quel travail vous avez mis en place depuis quelques années là-dessus. D'accord. Bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de cette invitation à venir témoigner de ce qu'on a fait, nous, dans Lyon, dans le nord de Lyon. L'histoire commence il y a plusieurs années. Moi, je monte mon plan local d'urbanisme intercommunal et je fais de la concertation avec tous les acteurs du territoire et notamment les agriculteurs. Et je suis marqué par une soirée avec le monde agricole qui dure plus longtemps que prévu parce que j'ai face à moi des agriculteurs qui m'expliquent leurs difficultés, leurs contraintes. Et depuis ce matin, je vous écoute et je me dis, mais il y a 8 ans, on me disait exactement la même chose. Et puis je suis marqué par un agriculteur de chez moi, du côté de Joigny, qui me dit « Mais vous savez, moi, Monsieur le Président, ce n'est pas des subventions que je demande. Je veux vivre de mes productions. » C'est une lapalissade, on entend ça tout le temps. Bon. Moi, je repars avec ça, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je peux faire pour aider, puisque j'entends aussi beaucoup de souffrance, beaucoup de souffrance humaine. Enfin, vraiment. Et quand vous êtes maire, vous êtes attentif aux plus faibles. En tout cas, moi, j'estime que là où on a besoin de moi, c'est des gens qui ne sont pas favorisés par le rapport de force ou par les aléas de la vie. Et je travaille, je réfléchis, je me dis qu'est-ce que je peux faire. Moi, je ne suis pas parlementaire, donc je ne peux pas trop travailler la norme, je ne peux pas travailler la loi, je suis encore moins ministre et je n'y aspire pas, donc je ne peux pas négocier avec les autres ministres au Conseil de l'Europe l'allègement des normes. Mais il y a peut-être un truc que je peux faire, c'est ouvrir des marchés. Alors quand vous êtes maire, président d'Interco, il y a un truc sur lequel vous avez immédiatement la main, c'est que vous êtes un acheteur public. Donc c'est évidemment nos cantines scolaires. Alors quand vous êtes maire, c'est assez facile parce que vous avez la main. Donc moi j'ai passé des marchés et je suis aujourd'hui parfaitement dans le respect de la loi Egalim pour les 1000 petits joviniens qui viennent tous les jours manger dans nos cantines. Je le dis parce que je fais une incise, c'est moins facile sur les niveaux du dessus. Collège, lycée, parce que comme vous le savez, on n'a pas la main sur les gestionnaires de nos cantines. C'est-à-dire, on paye la voiture, on met le carburant dedans, mais c'est pas nous qui la conduisons. Donc c'est un peu délicat. Donc c'est une des grandes revendications de Région de France de faire passer ces personnels comme personnel région pour qu'on puisse vraiment activer. Et bon, j'entends toutes ces histoires de normes. Bon, je comprends bien, déjà à l'époque, on nous promet un choc de simplification. On a pris le choc et on attend la simplification. Donc ça, on ne pouvait pas faire grand-chose. Puis je me dis, bon, au-delà de mes cantines scolaires, qu'est-ce que je peux faire? Ça, c'était première étape du raisonnement. Puis deuxième étape, moi, je vis dans un des territoires où depuis... ça fait 15 ans que je suis élu et ça fait 15 ans que j'entends... vous savez, Lyon se pense toujours un petit peu à part, hein, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, nous, c'est partagé, mais nous, on n'a Dieu que pour Paris, Alors effectivement, moi je suis à 1h10 de Paris, donc notre grand ancrage local, notre grande métropole locale, c'est Paris, hein, local. Voilà. Donc, bon, je me dis... Qu'est-ce qu'on peut faire avec Paris? Puis je commence à regarder ce que veut faire la maire de Paris, et puis tout son travail sur l'économie circulaire, tout son travail sur son plan local d'urbanisme intercommunal aussi, où elle dit il y a 70 000 logements qui sont refaits chaque année à Paris, et elle souhaite que ce soit en matériaux biosourcés, tout ça. Bon, on regarde. Puis un jour, je me paye on se fait une étude quand même sur les relations Lyon-Paris.
Donc c'est 300 pages, je vous les synthétise en 20 secondes. Jusqu'à 1950, Lyon est un des grands greniers de Paris, en misant notamment sur sa voie naturelle, Lyon, qui devient la Seine frauduleusement, puisque chacun sait ici, nous en tout cas les Iconais, que ce qui coule sous le pont des Arts, c'est Lyon, mais il y aurait trop de poèmes et de chansons à réécrire, donc ils n'ont jamais voulu accepter, mais enfin ça c'est autre chose. 1950-1980, c'est une autre partie de l'histoire qui se noue entre Lyon et Paris. C'est le temps où De Gaulle dit il n'y a plus d'usines dans Paris, on dégage les usines hors de Paris. Nous, on est à 1 heure de Paris, on gagne ça. D'ailleurs, des grands sièges sociaux de Lyon sont des héritages de cette époque. Et puis, tout commence à se déliter, à s'effondrer à partir des années 80. Les transports, la rapidité des transports fait que le grand grenier de Paris, c'est plus Lyon. Le grand grenier de Paris, c'est Rungis. Donc le grand grenier de Paris, c'est Le Monde. Voilà. Et puis, voilà, depuis peu, il commence à se mettre dans les têtes que c'est quand même pas très noble de faire venir des matières de l'ensemble des 5 continents. Et puis un jour, je me paye le culot de demander un rendez-vous à la maire de Paris, que je ne connais pas. Je me dis, elle va peut-être jamais me recevoir. Puis j'arrive, je lui dis, moi j'ai un truc à vous proposer. On veut redevenir vos grands fournisseurs. Donc vous avez besoin de quoi ? Nous sommes des fournisseurs, vous êtes une cliente. Est-ce que vous pourriez nous dire ce dont vous avez besoin ? Bon, elle fait le job, elle accepte. Puis je reviens un jour, puis je vais voir le président de la Chambre d'agriculture de Lyon. Je lui dis, j'ai peut-être un marché plutôt sympa parce que c'est quand même le premier acheteur public local français, la ville de Paris. C'est 50 millions de repas publics par an. Donc peut-être qu'il y a un truc à jouer quand même. On a un grand voisin qui est assez riche. Moi, je ne parle jamais des colobobos quand je parle des Parisiens. Moi, chez moi, on les adore. Ils ont des gros pouvoirs d'achat, bien supérieurs aux nôtres, et ils ne m'emmerdent pas avec les cloches qui sonnent, les grenouilles dans les mares. Par contre, ils viennent acheter les productions locales. Donc moi, je les aime beaucoup, donc, voilà, je le dis. Et puis, on commence à travailler avec la Chambre. Et puis, on avait une carte dans notre manche, c'est que l'un des grands propriétaires fonciers dans Lyon, après la SNCF et le clergé, c'est les Eaux de Paris. Parce que 4 Parisiens sur 10 boivent de l'eau qui est prélevée sous nos pieds. Moi, j'ai grandi dans un petit village à côté de Joigny, où je me souviens qu'enfant, je ne comprenais pas pourquoi il y avait des champs engrillagés dans lesquels on n'avait pas le droit d'aller jouer, et puis il y avait les autres. Bon, j'ai fini par comprendre, c'était les Eaux de Paris. Alors chez nous, quand on prononçait ça, les Eaux de Paris, il y avait un côté un peu magique, quoi. Mais il ne se passait rien sur ces champs-là. Et on dit à la maire de Paris, est-ce que vous accepteriez qu'on installe des agriculteurs ? Alors évidemment, pas 1 millilitre de chimie, parce qu'il ne faut pas qu'on aille empoisonner l'Élysée, et les ministères, et puis tous les autres. Et est-ce que vous accepteriez ça ? Et c'est comme ça que naît l'histoire. On met en place un agriculteur, puis un deuxième, etc. Et on commence avec une production, parce qu'il fallait bien se tester. Et on choisit la lentille verte de Lyon. Jusque-là, toutes les lentilles qui étaient servies dans les assiettes des petits Parisiens, quand je dis les petits Parisiens, c'est aussi les EHPAD, Paris c'est costaud, venaient à 100% du Canada. J'ai d'ailleurs découvert dans un article récent que les normes imposées, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, on fait rentrer des trucs chez nous qu'on n'accepte pas ici. Les lentilles du Canada étaient citées. Bon. Alors, on commence avec un arrondissement qui dégage les lentilles canadiennes et prend nos lentilles vertes, puis 2, puis 3, et là aujourd'hui on est dans 17 arrondissements. Bref, on a bouté hors de Paris la lentille verte canadienne. Et ce qu'on a fait avec la lentille, on le multiplie sur les autres productions. Moi, quel avantage j'y vais ? Parce qu'au début, dans Lyon, on m'a dit « Ah là là, ça sert à quoi d'aller nourrir les Parisiens ? Et nous, et nous, et nous ?» Mais moi, ce que je constatais, c'est que depuis 30 ans, Lyon restait une grande terre de production, mais qu'année après année, décennie après décennie, on avait perdu nos outils de production. Et moi, je disais à mes collègues dans Lyon, mais Lyon, c'est 350 000 habitants, c'est même pas le 15e arrondissement de Paris. Donc si on s'accroche à Paris, l'effet levier sera beaucoup plus puissant que quand bien même les 350 000 Iconais achètent 100% Iconais. Et l'avantage qu'on a, c'est que la ville de Paris, elle garantit des volumes et des prix en pluriannuel. Et ça, c'était une demande des agriculteurs que j'avais reçue, j'avais vu quelques années plus tôt, en disant « Donnez-nous de la perspective ». Comme tout entrepreneur, on a besoin de perspective pour pouvoir réinvestir. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que grâce à ces marchés, on retrouve des outils de production dans Lyon qui sont non seulement utiles pour Paris, mais j'ai envie de dire quasiment accessoirement,
parce que c'est aussi utile pour nous. C'est comme ça qu'on a mis en place, enfin, qu'on a permis à des producteurs de racheter des ensacheuses, des trieuses. Là, on vient de créer une conserverie, parce que les productions de juillet-août dans les écoles, voilà, donc il faut qu'on puisse les conserver. Voilà. Donc c'est ce qu'on a monté, année après année. Au moment où je vous parle, là, donc on n'y est, ni Arnaud ni moi, on n'y est pas, puisqu'on est avec vous. Mais il y a un speed dating à la ville de Paris, parce que quand on dit la ville de Paris, ce serait trop simple. Hein, voilà. En fait, derrière la ville de Paris, il y a 70 acheteurs. Parce que chaque caisse des écoles, de chaque arrondissement, chaque EHPAD, chaque machin, chaque truc, il y a 70 acheteurs. Donc au moment où on se parle, là, à Paris, il y a des producteurs de Lyon qui sont en train de passer devant chacun des acheteurs de la ville de Paris pour aller présenter leur production et négocier leur volume et leur prix. Donc on a, pour résumer, réussi à faire en sorte que l'achat d'un acheteur public devienne un effet levier pour redonner de la visibilité chez nous. Et moi, à ce moment-là, j'avais trouvé que ça, comme élu local, pour aider mes agriculteurs. Et effectivement, ma formule, c'est toujours de dire, je me suis contenté d'aller faire le VRP, la production, alors, avec des petits trucs et astuces. J'ai la chance à Joigny, je suis maire d'une ville qui compte un étoilé, 2 étoiles au guide Michelin. La Côte Saint-Jacques, le chef, c'est Jean-Michel Lorrain. Un jour, quand il fallait qu'on fasse décoller ces lentilles vertes, parce que personne ne les connaissait, lentilles vertes de Lyon, tout le monde disait, voilà. J'ai appelé Lorrain et je lui ai dit, chef, est-ce que vous accepteriez de les goûter? Je vous demande juste de les goûter. Il me rappelle le lendemain, il me dit, ils sont top, je les mets à ma carte. Alors là, on a fait une com de fou là-dessus, sur le fait que si un chef étoilé les met à sa carte, ça vaut bien que tous les arrondissements de Paris achètent nos lentilles vertes. Voilà l'histoire de la ville de Paris et de Lyon. Et on peut rajouter simplement que toutes les cantines de Joigny respectent aussi la loi Egalim. Hein, c'est bien ça, je ne fais pas erreur. C'était le minimum. Oui. Voilà. Merci en tout cas pour ce témoignage, Nicolas Serret, parce que ça nous apporte quand même une belle perspective par rapport aux échanges qu'on a eus jusqu'à présent. Je vous propose de faire une petite pause dans cette table ronde. Alors, on ne bouge pas évidemment, mais ça va être une pause pour permettre à d'éventuelles questions d'être posées ou des remarques. Alors, je ne vous ai pas oublié, monsieur, il y avait vous effectivement. Et puis, voilà, n'hésitez pas à vous signaler si vous voulez poser une question. Je vous demanderai juste de vous présenter, monsieur. Alors Thierry James Faker, président de la coordination rurale Bourgogne-Franche-Comté. Alors déjà en préambule, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Arnaud Delestre tout à l'heure, mais en préambule, je voudrais quand même dire que je trouve que cette table ronde est représentative d'un des problèmes de l'agriculture française, c'est-à-dire que on fait une table ronde entre tous les présidents de chambre, qui sont tous du même syndicat. Alors je pense que de temps en temps, ça serait bien de faire des tables rondes, pas uniquement entre gens qui sont d'accord, mais aussi entre gens qui sont d'avis différents, et souvent ça fait sortir des idées. Voilà. Alors ce préambule... Allez, s'il vous plaît, on va laisser les... Voilà. On va laisser les gens s'exprimer. Allez-y, je vous en prie. Alors, moi, je voulais rebondir sur cette idée du fait que les changements n'aillent pas assez vite suite aux manifestations agricoles. Moi, je pense que le problème est un peu plus fondamental que ça. Pour moi, ce n'est pas que le changement ne va pas assez vite, c'est que le changement, fondamentalement, ne se fait pas. C'est-à-dire que moi, mon impression, c'est que les réflexions qu'on mène actuellement... Bernard Lacour nous parlait des groupes de travail qu'on fait, etc. Moi, j'acquiers de plus en plus la certitude qu'en fait, il s'agit d'une part de diversion de la part du gouvernement, parce que finalement, tant que les agriculteurs sont dans ces groupes de travail, ils ne sont pas en train de penser à organiser des manifs, et d'autre part, une gesticulation de la part du gouvernement pour essayer de faire croire qu'il fait quelque chose et repousser le moment où il aura à prendre des décisions. Parce que je crois que fondamentalement, alors effectivement, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de revendications différentes, mais je pense qu'il y a quelques grandes problématiques qui, si on les prend en compte, peuvent régler énormément de ces questions. Et pour moi, la problématique fondamentale actuellement que le gouvernement et l'Europe refusent de trancher, c'est qu'on a, dans toutes nos politiques agricoles, on a finalement deux grandes idéologies qu'on veut à tout prix nous faire passer.
c'est le libre-échange mondialisé d'un côté et ce que j'appelle l'écologisme et non pas l'écologie. Parce qu'effectivement, je pense qu'il y a écologie et agriculture vont très bien ensemble. En revanche, ce que j'appelle l'écologisme, c'est-à-dire une idéologie décroissante, ça, c'est pas du tout compatible avec le libre-échange. Et je pense que nos gouvernants actuellement, plutôt que d'essayer, alors soit de faire un choix entre ces deux logiques, soit de mettre un curseur entre ces deux logiques, ils s'enferment dans une politique qui consiste à dire, ben en fait, on va faire du libre-échange au niveau mondial, quoi qu'il en coûte. En même temps, on va faire de l'écologie à l'intérieur, quoi qu'il en coûte. Et finalement, ben, le coût de tout ça, c'est la condamnation à terme de l'agriculture française si on continue dans cette voie-là. Alors je suis tout à fait d'accord qu'il y a des tas de trucs qui se portent très bien chez nous, mais ce qui se porte très bien, quand on regarde bien, c'est la fabrication d'une alimentation haut de gamme pour les Français les plus aisés et pour l'exportation, mais on est en train de perdre complètement, et c'est pour ça qu'on perd la souveraineté alimentaire, l'alimentation un peu moins chère pour les gens qui ne peuvent pas s'offrir justement les produits AOP, etc., etc. Et là, je crois que c'est ce refus, en fait, de trancher entre ces deux extrêmes qui est à la source de beaucoup de problèmes de notre agriculture. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un veut éventuellement répondre ou réagir? Non, par rapport à... Alors, on va prendre une seconde question. Oui, monsieur, je vous en prie. Pierre-Henri Pagny, moi je suis agriculteur, éleveur, producteur de lait à Comté, mais je voulais juste intervenir sur une notion qui, à mon avis, n'a pas été trop abordée, c'est cette dimension de libre-échange. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a connu une mondialisation et des échanges à outrance, et que globalement, on est en train de changer un petit peu d'air en matière d'échange, notamment par rapport au changement climatique et à tout ce qu'il peut y avoir comme, en matière de coûts. Et à mon sens, c'est un regret finalement de ne pas avoir pu quantifier ce marqueur-là, hein, savoir si on était finalement pas aussi à l'aune d'un nouveau contexte. Et je pense que là, ça ouvre de vraies opportunités, notamment pour notre agriculture. C'est là qu'on voit soit le verre à moitié plein, soit le verre à moitié vide. Philippe disait dans ses propos sur les exportations d'animaux qu'effectivement ça se durcit, mais est-ce que là aussi c'est pas une vraie opportunité pour refaire de la valeur sur notre territoire? Et je pense que on a eu des initiatives. Moi je trouve que l'initiative que vous avez prise à l'échelon d'un territoire, le défi de dire on va essayer de nourrir finalement la restauration collective du Grand Paris, ça peut aussi se faire au niveau de la France. Il faut pour cela être capable de dire que l'agriculture c'est la priorité et que globalement on accepte aussi de réagriculturer finalement, enfin pas réindustriel, mais remettre finalement de l'activité agricole un petit peu partout en France et qu'on l'accompagne et pas qu'on y met les bâtons dans les roues, quoi. Merci à vous. Est-ce que quelqu'un veut réagir ou je crois on va prendre. Alors oui, et on avait également on aura une quatrième question là-bas. Pardon, mais je suis pas long. Simplement, Walter Heuret, donc de Lyon, je suis président de ma coopérative et je suis aussi président de mon comité technique affaires départementales. Juste simplement, merci pour le constat que vous avez fait. Après, maintenant, je m'interroge par rapport à justement l'envie aussi que nos jeunes ou nos moins jeunes de s'installer en termes d'agriculteurs finalement, parce que je pense que la clé, elle est là quelque part. Redonner de l'envie. Bernard a parlé de perspectives. Redonner des perspectives, parce que bien sûr, il faut vivre de nos métiers, bien sûr.
Mais il y a aussi tout l'aspect réglementaire, je vois par rapport à ça. Donc il y a l'usine Plucon dans notre zone, qui est au cœur de notre zone. Donc c'est de l'élevage industriel de poulets. Donc vous avez tous bien entendu qu'on en importe un peu plus de 50%. Ils cherchent à peu près une cinquantaine de poulaillers pour s'implanter. Le problème, c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui va éventuellement faire un poulailler dans sa zone, bah, c'est minimum 3 ans de procédure, de tractation réglementaire et tout ça, pour au final, des fois, aboutir à rien du tout. Alors finalement, on dégoûte un peu nos collègues et jeunes, peut-être futurs installés de nos métiers, finalement, simplement parce qu'il y a une extrême réglementation qui pèse sur nos métiers et qui quand même empêche le développement de certaines zones, de certains secteurs. Alors ben, on continue d'agrandir nos exploitations parce que ça va avoir du temps, puis il y a aussi le climat qui change et ainsi de suite. Finalement, on se dit ok, il fait le constat, mais maintenant on fait quoi? Voilà par rapport à ça. Alors j'ai pas la réponse, mais il faut redonner des perspectives, redonner du champ et peut-être alléger la phase un peu réglementaire et que nos politiques disent ben, à un moment donné, il faut qu'on reproduise chez nous et on avance et on fait avancer les dossiers un petit peu plus vite. Juste par contre, je veux rebondir, donc j'ai dit que j'étais président de coopérative aussi, donc c'est par rapport à monsieur le ministre qui a dit qu'on était enfin, certaines coopératives étaient riches. Alors bien sûr, on est riche, bien évidemment. On vise 1% de chiffre d'affaires. C'est 1% de résultat du chiffre d'affaires. Donc c'était vrai à une époque, bien sûr. Enfin, pour ce qui nous concerne, et j'ai des collègues présidents de COP autour de moi. Voilà. Le but, bien sûr, c'est de faire du résultat positif. On est loin des 1% maintenant, mais c'est aussi pour que ça profite à nos adhérents, parce que vous avez bien entendu, je suis agriculteur avant tout, donc premier adhérent de ma COP, on va dire quelque part, et de redistribuer le résultat et être vraiment dans le monde économique. C'était juste un petit point que je voulais faire par rapport à ça. Merci beaucoup. Merci à vous. On a une dernière question à droite là-bas, et puis on reprendra ensuite le dernier point de cette table ronde. Non, simplement, comment je dirais, il y a 3 points. Je voudrais évoquer un petit peu un contexte. Il s'est passé des choses la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez suivi, mais moi, comme je suis beaucoup l'actualité européenne et plutôt mondiale, il y a eu un cycle de négociations à l'Organisation mondiale du commerce la semaine dernière, il y a 15 jours, avec le sujet agriculture central à cette négociation. Ça a duré 48 heures. L'Inde, la Chine et les États-Unis ont dit circuler, il n'y a rien à voir. L'agriculture, on s'en occupe chez nous. Venez plus nous emmerder avec votre accord de Paris. Voilà ce qui s'est passé. Ça a duré 48 heures. L'Europe a essayé de vendre l'accord de Paris. Circuler, il n'y a rien à voir. Veuillez rentrer chez vous, veuillez le faire chez vous, mais venez pas nous emmerder. Ça s'est passé exactement comme ça. Les Américains ont fait l'aller-retour en 24 heures et sont rentrés chez eux. Deuxième niveau, l'Europe. Alors, comment je dirais, la question qui ressort finalement de tout ce qui se dit en ce moment, où va-t-on? Et les trajectoires qui sont données actuellement, qui sont issues de choix qui ont été faits avant la crise Covid, avant le conflit russo-ukrainien, qui étaient donc nous emmener dans le Green Deal qui peut partir d'une bonne intention. Après tout, ce n'est pas que l'agriculture, hein, c'est verdir tout le modèle productif de l'Europe qui va des transports à l'agriculture, aux services, et j'en oublie, et tout. Bon. Qu'est-ce qu'on a gagné, nous, dans ce verdissement aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a gagné à part des contraintes? Le ressenti des paysans sur le terrain aujourd'hui, c'est qu'on va me demander plus pour ne pas avoir plus sur mon compte en banque. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire dans la perception qu'ont aujourd'hui le paysan, y compris dans sa ferme, qui n'est pas au courant de tout le débat qu'on a aujourd'hui, mais il a cette intuition que ça ne colle pas. Donc, le Green Deal, tout le monde le reconnaît aujourd'hui, même à Bruxelles, est en décalage avec les événements qui se sont passés récemment et qui remettent sur la table, finalement, le sujet de la souveraineté alimentaire en Europe. On a beaucoup parlé de sécurité alimentaire. Ne vous trompez jamais, sécurité alimentaire, on peut la faire avec les importations. La souveraineté, on produit chez nous. Le sujet de la souveraineté alimentaire où je vous parle, au moment où je vous parle aujourd'hui, moi j'ai écouté les premiers meetings, et notamment celui des gens qui nous gouvernent aujourd'hui, je n'ai pas entendu l'ombre d'une proposition. Pas l'ombre d'une proposition. Je leur ai fait savoir, après tout, dans la période qu'on vit, ils ont aussi besoin d'avoir les gens qui sont sur le terrain, leur disent ce qui va, ce qui ne va pas. Donc aujourd'hui, je n'ai pas le ressenti que quelque chose va changer.
Deuxièmement, la contradiction qui a été soulevée par beaucoup avec la frénésie d'accords de libre-échange. Mais c'est une maladie. C'est une vraie maladie en Europe, tout simplement parce que l'OMC ne sert à plus rien. Mais on utilise toujours les règles du commerce mondial dans lequel l'accord de Paris, tout le monde s'en fout, la biodiversité, tout le monde s'en fout, l'échange de carbone, tout le monde s'en fout, et du coup, les règles du commerce qui font les accords de libre-échange se font toujours sous les règles de l'Organisation mondiale du commerce d'il y a 50 ans. Et résultat, on passe pour des cons. Donc on essaye d'imposer les clauses miroirs, et tiens, le hasard veut qu'aujourd'hui, il y a un vote au Sénat sur le CETA. Et le sujet des clauses miroirs revient. Et le CETA va être validé sans les clauses miroirs. Comment voulez-vous que les paysans fassent confiance dans cette période à ce qui est en train de se passer? Ça, c'est l'échelon européen. Donc, en clair, est-ce qu'on modifie la trajectoire pour les 3 années qui restent comme petit du à l'heure? Il faut arriver jusqu'en 2027. Est-ce qu'on modifie la trajectoire ou pas? Est-ce qu'on modifie la PAC actuelle ou pas? C'est les questions qui sont posées. Je redescends au niveau français. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, la LME, il faut la supprimer. La loi de modernisation de l'économie a été construite en même temps pour faciliter le boulot de la grande distribution, pour exécuter tous les fournisseurs, pour nourrir pas cher, qui était le deal entre les ministres des Finances successifs et Leclerc et la grande distribution. La LME n'a pas été supprimée. Donc le système, il est bancal. Et deuxièmement, pour terminer, sur Egalim, il faut faire attention, les amis. Le petit jeu de con des prix planchers, où le président de la République a sorti ça au salon parce qu'il ne savait plus quoi dire, quand vous avez vu la tête du ministre qui se dit « Putain, mais j'ai dit l'inverse il y a un mois ». Vous voyez un peu comment ça marche. Il y a une chose qui est très simple pour le secteur que je connais le mieux, qui est le secteur de la viande bovine. À partir du moment où un indicateur de coût de production a été validé en interprofession, il devient la règle. C'est pas compliqué. Il a été validé en interprofession, tout le monde s'amuse à en utiliser un autre. Donc il suffit de rendre obligatoire dans la loi l'utilisation de cet indicateur de coût professionnel qui a été validé par l'ensemble, et c'est fini. Et à ce moment-là, on a le respect du coût de production dans la négociation avec M. Bigard, et qui est ensuite la négociation de M. Bigard à M. Leclerc. Donc c'est relativement simple. Ensuite, pour terminer sur le pouvoir d'achat, pour terminer, je me rappelle d'une réunion, c'était peut-être pas avec toi Didier, mais peut-être avec Stéphane Le Foll, où pour une fois Jean-Paul Bigard s'est déplacé à une réunion au ministère. Très rare. Ce n'est pas un homme qui se déplace dans les réunions. Il accepte de passer à une personne et difficilement à 2. Alors vous voyez, dans une réunion au ministère, c'est encore plus compliqué. Et je me rappellerai toujours le ministre qui lui a posé cette question, je ne me rappelle pas si c'était toi Didier ou si c'était Stéphane Le Foll, qui lui a dit, mais enfin, expliquez-moi comment ça fonctionne, si on augmente le prix de la viande, quel est le problème que ça va poser aux consommateurs? Et pour la première fois, moi en 20 ans, j'ai vu Jean-Paul Bigard lever le doigt et dit, monsieur le ministre, je vais vous expliquer, lorsqu'on augmente le prix de la viande de 50 centimes aux producteurs, la répercussion aux consommateurs est de 4 centimes. C'est simple. Donc, quel est le problème de dire que si on augmente les animaux d'1 €, ça va changer la vie du consommateur? Donc, ça veut bien dire que la répartition de la marge ne se fait pas et il faut imposer définitivement de Egalim le respect de l'indicateur coût de production. Merci beaucoup Jean-Pierre. On va en rester là pour les questions pour l'instant. Il y aura encore un petit temps d'échange à la fin de la table ronde, mais on va essayer de tenir le timing, de ne pas trop traîner.